tous, donc je me présente, moi je suis Mathilde et je suis une des leads de la communauté Feel Good. Je suis au pôle mécénat d'Extia depuis 1 an. C'est-à-dire que je collabore avec plusieurs associations sur plein de thèmes différents, notamment en termes de mécénat de compétences. Ça fait quelques mois qu'on travaille avec Dessine-moi la high-tech sur différents projets, dont notamment de l'aide à la recherche. Je trouve leur projet vraiment fascinant. Donc, je me suis dit que ça pouvait être vraiment intéressant qu'on fasse un meet-up à ce sujet. Donc, je vais laisser les différents participants se présenter et ça vous donnera un petit peu une idée de la trame qu'on va suivre pour aujourd'hui, qui abordera aussi bien une présentation de l'association que les recherches scientifiques, data qu'ils font pour faire progresser la science à ce niveau-là. Donc, Gaël, Eric, Jérôme, je vous laisse vous présenter et puis commencer votre présentation. En tout cas, merci beaucoup à tous les trois d'être là. Bonjour Merci à à toi, tous. Mathilde. Merci Mathilde. Jérôme, je prends la main, je te la laisse après. Vas-y, je t'en prie. Je sais même plus si on s'était organisé sur ce point-là, mais bon, c'est pas grave. Ça fait l'important, c'est que chacun nous identifie. Donc je me permets du coup de prendre la main. Je suis Gaël Fournis. Je suis médecin et je fais partie du premier groupe qui a créé l'association en 2019 et qui a suivi sa belle évolution jusqu'aujourd'hui. Et moi, j'aurai le plaisir de vous parler d'un des volets de l'association qui concerne l'aide à la recherche, mais je ne tue pas plus le suspense. Je laisse mes collègues et amis se présenter à leur tour. Merci beaucoup, Gaël. Merci, Mathilde. Merci, Lauriane. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Je suis Jérôme Lemerle. Vous ne pouvez sans doute pas me voir et je m'en excuse, mais je suis bien là avec vous. Et je suis pour ma part, j'ai rejoint l'association il y a de cela 5 mois. Et je suis en mécénat de compétences au sein de Dessine-moi la high-tech. C'est une formidable association. On fait des choses incroyables et je suis vraiment ravi d'avoir l'opportunité aujourd'hui de vous présenter ce que l'on fait et j'espère de vous donner de l'appétence pour en savoir plus et qui sait peut-être nous rejoindre. Bonjour à tous, moi du coup je suis Eric Dupuis, je suis consultant chez Extia, consultant data scientist. Et du coup là je vais intervenir pour vous présenter un sujet sur lequel j'ai commencé à travailler en mécénat, donc en collaboration avec Dessine-moi la high-tech et l'Université de Lyon. Je crois qu'on avait deux questions quiz à vous présenter avant que je vous en dise plus et qu'on rentre dans le vif du sujet. Alors, je ne vois pas les résultats du sondage puisque je présente, mais j'imagine qu'ils sont relativement satisfaisants de ce que je comprends. Eh bien, écoute, pour la participation à déjà une vie associative, on est à 75% de personnes qui ont déjà été engagées, donc c'est effectivement plutôt Waouh! rassurant sur le plan humain. Ouais. Concernant Jérôme, donc la question sur le nombre d'enfants atteints de cancer chaque année, l'idée c'est pas piège, hein, c'est pour essayer aussi de vous sensibiliser à cette question-là. On sait que ce sont des chiffres que vous retiendrez après. Quasiment la moitié d'entre vous pense que on est à peu près 10 000 enfants qui sont atteints de cancer chaque année. Peut-être que la question n'était pas assez précise puisque on parle peut-être des chiffres en France. Oui, absolument. Donc on est en dessous de ça, heureusement. Bon. Voilà, on voit que ce que vous avez compris, c'est que c'est quand même une problématique qui touche beaucoup d'enfants. Quand on dit beaucoup d'enfants, c'est aussi beaucoup de familles, puisque 60, du coup, 3/4 d'entre vous, vous avez pu mettre 2000 et 10 000. C'est-à-dire que la plupart est vraiment conscient que c'est un gros problème de santé et que ça vaut le coup de s'y engager. Bon, super. Ce que je vous propose, alors je vais rebondir sur sur le dernier sondage. La réponse est plutôt 2000. Il y a chaque année près de 2000 nouveaux cas d'enfants qui sont touchés par le cancer. C'est des cancers assez variés. On en a repris quelques-uns. Il faut savoir qu'il y a près d'une centaine de cas de cancers différents de l'enfant. C'est beaucoup. Et alors ces 2004 cancers, il faut les mettre en perspective auprès de 400 000, 450 000 cas de cancer au niveau national, tout confondu. Donc vous le voyez tout de suite, c'est moins d'1%, ce qui est une bonne nouvelle, bien évidemment.
Maintenant, l'enjeu derrière ça, c'est que les cancers de l'adulte et donc les programmes qui peuvent être lancés sur la recherche contre le cancer pour l'enfant, eh bien, ce que l'on sait, ce que l'on apprend, ce que l'on capitalise sur le cancer de l'adulte est assez difficilement utilisable pour les cancers de l'enfant. Donc, c'est pour ça qu'on a en permanence besoin de soutenir, nous, les nouveaux programmes de recherche qui se lancent. Le taux de survie, il s'améliore d'année en année, mais derrière ces chiffres, je crois qu'il y a une réalité, comme le disait Gaël, qui est que ça concerne encore finalement, il y a quand même près de 15% des enfants qui ne survivent pas à leur cancer. Et vous imaginez que c'est bien évidemment des drames familiaux. Et nous, notre cause, c'est de tout faire pour qu'on arrive à redresser la barre et à faire en sorte qu'il n'y ait plus aucun enfant qui soit dans cette situation-là. Nous avons été créés en 2019. On est reconnu d'intérêt général, ce qui montre, je crois, notre crédibilité et notre engagement, ce qui donne des facilités, juste pour rappel, pour les personnes qui souhaitent nous soutenir, des particuliers ou des entreprises, d'avoir une déduction fiscale qui n'est pas négligeable. Au sein des Décide-moi High-Tech, on intervient à 3 niveaux pour cette lutte contre le cancer pédiatrique. Le confort du patient, c'est des activités récréatives dans les établissements de santé, directement en contact avec les enfants hospitalisés en service oncologie pédiatrique. Nous faisons également une activité de formation des soignants en s'appuyant sur les bienfaits de la réalité virtuelle et de la high-tech que l'on peut proposer dans ce cadre-là. Et bien sûr, c'est notre troisième volet, je finirai là-dessus, avec l'aide à la recherche. Alors, pour ce qui est de notre première activité, le confort des patients, l'idée, elle est assez simple. L'idée, elle est de fédérer dans les établissements de santé, là où il y a de l'oncologie pédiatrique, donc des enfants qui sont hospitalisés, des bénévoles qui vont aller à la rencontre des enfants, le temps d'une après-midi par mois, jouer avec eux. C'est extrêmement récréatif. On n'est pas là pour parler de la maladie, on n'est absolument pas là pour parler de quoi que ce soit qui touche autour de leur hospitalisation, on est là pour jouer avec eux. On est là pour faire en sorte qu'ils passent un bon moment entre eux, avec leur famille, et que vraiment ce soit une formidable opportunité pour eux de s'évader et de profiter de nos ateliers ludiques le temps de cet après-midi, toujours avec cette petite touche, vous l'avez compris, high-tech, hein, c'est notre ADN. Donc tous nos ateliers sont résolument tournés autour de cette sensibilité-là. Alors quels sont-ils ces ateliers? On en a essentiellement 4 qui sont finalement adaptés à l'âge des enfants que nous sommes susceptibles de rencontrer, puisque nous avons un public qui va de 1 an et demi jusqu'à l'adolescence. Pour les plus petits, clairement, ça va être les activités de robots ou de balles connectées. Alors les robots, c'est assez drôle, hein, ça permet à l'enfant de faire un parcours à son robot, de le diriger, de jouer avec lui, voire même de mettre son doudou devant le robot, et puis il y a le robot comme ça qui va suivre le doudou de l'enfant dans les couloirs de l'hôpital. C'est assez nouveau et assez enchanteur pour eux. On a des balles connectées. Alors là, les balles connectées, ça va être pour eux l'occasion de faire des parcours avec ces balles qui se dirigent via des tablettes. Et pour ceux qui le souhaitent, de faire aussi des parcours où ils vont devoir, à la fin, peut-être détruire une tour Kapla ou simplement aller toucher la balle des autres participants. Pour les plus vieux d'entre eux, on a 2 autres activités que sont les casques de réalité virtuelle et les drones. Les casques de réalité virtuelle, alors là, il y a deux possibilités, ou bien l'enfant va s'en servir dans un mode, j'ai envie de dire, contemplatif et se retrouver projeté dans un univers très très loin du monde hospitalier, il va se retrouver dans la savane africaine, dans les montagnes, et puis avec cette vision à 360, pouvoir finalement oublier où il est et avoir plein de ravissements. Et puis, ça peut être aussi des activités plus sportives. On a les casques de réalité virtuelle nous permet de leur faire de la Formule 1 sur un parcours réel, en réalité virtuelle, des grands 8, et pourquoi pas même aller dans la station orbitale Mir et de se déplacer à l'intérieur de celle-ci.
Notre quatrième et dernière activité, dont on est peut-être le plus fier, disons-le, c'est les ballons drones. Alors vous le voyez en guise de ballon drone, c'est surtout aussi le mot ballon qu'il faut retenir. C'est vraiment très très calme, très doux, et là l'enfant va avoir la possibilité de se déplacer, avec une tablette dans les salles qui nous sont dédiées le drone. On est très fiers de cette activité parce que nous fabriquons nous-mêmes nos drones. On aurait pu faire le choix de les faire venir de l'autre bout du monde, c'est pas du tout le cas. On les fabrique dans nos ateliers et puis on s'appuie même pour des pièces techniques ou technologiques sur des partenariats que l'on peut avoir avec des universités françaises. Je ne peux échapper au plaisir de vous partager quelques verbatims que l'on a l'occasion toujours de recueillir à chacune de nos interventions. Et comme le disait Gaël tout à l'heure, c'est vraiment un moment de partage qui est très large. C'est l'enfant avec d'autres enfants, l'enfant avec ses parents, l'enfant qui a aussi la possibilité de jouer, de montrer ce qu'il sait faire au personnel soignant qu'il connaît bien et qui l'accompagne au quotidien. C'est formidable. C'est formidable à quel point, en quelques minutes, dès que les ateliers sont commencés, les enfants sont clairement projetés dans le jeu, dans le rire et dans le partage. Ça nécessite des coûts pour nous, pour pouvoir nous implanter sur les différents sites dans lesquels nous intervenons, que ce soit pour monter nos ateliers ou des frais annexes que l'on peut avoir pour communiquer sur qui nous sommes et nos futures interventions. Ça, c'est pour le premier pôle. J'enchaîne maintenant sur notre deuxième jambe, qui est la formation du personnel soignant. On est intimement convaincus, et ce n'est pas nous qui le disons, c'est vraiment des rapports d'experts, que la technologie, plus précisément les casques de réalité virtuelle, ont réellement un rôle à jouer dans le parcours de santé des enfants qui sont hospitalisés. Là, ce que l'on va faire, c'est former le personnel soignant à les sensibiliser aux bienfaits de la réalité virtuelle, les former à nos casques, et donc ils vont pouvoir concrètement, avant une intervention, pendant une intervention, après une intervention, à faire en sorte que le degré de stress et d'appréhension de l'enfant soit minimisé le plus possible, et voir pourquoi pas même le défocaliser sur le traitement qu'il est en train de suivre, grâce aux belles images que nous lui présentons. Et donc ça, c'est des choses que nous essayons de décliner dans l'ensemble des établissements de santé avec lesquels nous sommes partenaires. On l'a déjà fait dans 3 d'entre eux et on espère pouvoir le faire à terme dans une majorité de ceux-ci. Nous voilà à notre troisième activité, qui est l'aide à la recherche. Donc là, je vais laisser la parole à Gaël pour vous présenter de quoi il retourne. J'ai oublié de dire que pour notre activité, la première que je vous ai présentée, mettre des étoiles dans les yeux, aller à la rencontre des enfants en environnement pédiatrique, oncologique de l'hôpital, il n'y a pas de compétences particulières à avoir, si ce n'est de la bonne humeur, de la joie et la volonté de passer un bon moment avec les enfants. Tout le reste, être formé à notre matériel, être formé aux enjeux que cela peut avoir à titre personnel de rencontrer des enfants dans le cadre de leur cancer. Nous fournissons tout le support nécessaire pour que nos bénévoles soient clairement préparés à cela. Gaël, je me permets de te laisser la main. Oui, merci Jérôme pour la clarté de ton propos. Tu fais la transition du coup avec une des questions qui nous a été posée, qui est mais est-ce que on peut s'engager autrement qu'en faisant un don auprès de l'association? La réponse est oui. Tu viens de le dire, en tant que bénévole pour intervenir directement dans les services hospitaliers à l'occasion de ces interventions mensuelles dans les différents hôpitaux partenaires. Et la deuxième, donc et on va en parler, c'est dans le cadre de cette activité d'aide à la recherche. Oui, bien sûr qu'on peut s'investir dans l'association, on peut s'investir essentiellement avec du temps de bénévoles qu'on va pouvoir consacrer, soit sans compétences particulières autres que la bonne humeur et une intelligence sociale que vous avez certainement tous dans le cadre des activités mensuelles dans l'hôpital, soit avec des compétences bien spécifiques, et c'est le cas de l'aide à la recherche. Alors,
l'aide à la recherche avec notre association, qu'est-ce que c'est? C'est un engagement auprès des équipes de recherche fondamentales et des équipes de recherche clinique en oncohématologie pédiatrique, donc la cancérologie des enfants, et des équipes qui sont confrontées à des problématiques en lien avec le traitement de mégadonnées. Plutôt donc que de leur offrir de l'argent, vous voyez, on retrouve aussi cet esprit-là, hein, plutôt que d'offrir de l'argent directement aux équipes de recherche qu'ils peuvent obtenir par un autre biais, notamment des appels à projets. Et ben nous, ce qu'on leur propose, ce sont des compétences et du temps, celui des bénévoles, experts en data science, issus de l'industrie et engagés dans notre association. Vous n'êtes pas sans savoir, pour ceux qui en tout cas se sont intéressés au sujet, que l'apport de l'intelligence artificielle et du machine learning est devenu vraiment essentiel, en tout cas, et prend de plus en plus de place dans l'analyse de données médicales, biologiques, qui peuvent être présentes donc en grande quantité, hein, que ce soit des données génomiques, des données moléculaires, l'ADN, l'ARN, c'est très très rapidement, ou alors des expressions protéiques, très très rapidement des volumes de données monstrueux. Et donc on va notamment aller chercher des signatures ou des mécanismes biologiques dans toute cette masse de données. In fine, l'enjeu c'est quoi? C'est la mise au point de traitements qui vont être ciblés, c'est-à-dire une individualisation des traitements, des suivis aussi, puisque il y aura un rôle dans la prévention des rechutes en identifiant par exemple des facteurs pronostiques ou de prédiction de réponse au traitement. Le but de la démarche, c'est de permettre aux chercheurs de bénéficier d'une expertise qui est extérieure, puisque on va chercher en dehors de l'équipe déjà constituée au sein de l'unité de recherche, donc une expertise extérieure et puis surtout désintéressée sur ces leviers de data science. Une fois acculturé, une fois à l'aise avec la problématique soulevée par l'équipe de recherche, donc c'est-à-dire acculturé aux spécificités des données en question et à la pathologie ou à la problématique qui fait l'objet de la recherche, les data scientists de l'association, ils vont pouvoir apporter donc des solutions ou au moins des hypothèses nouvelles et originales auxquelles n'aurait pas forcément pensé l'équipe qui est investie dans le projet. En termes d'organisation, les missions qui sont confiées aux data scientists, elles vont s'organiser en plusieurs temps. Alors évidemment, ça s'adapte en fonction des projets, en fonction des personnes, en fonction des disponibilités de chacun. Mais le format est souvent le même, c'est-à-dire qu'il y a une première rencontre, un premier temps d'échange qui vise à comprendre donc la problématique, c'est ce qu'on vient de se dire, la problématique du point de vue scientifique et médical. Un deuxième où on va constituer un groupe de travail ad hoc. Dans l'idéal, on aime bien quand même qu'il y ait entre 4 et 6 experts. Et puis, ensuite, on va vraiment commencer, on va aller dans le dur avec les premiers brainstorming avec l'équipe de recherche pour évoquer les différentes pistes en lien avec leurs problématiques. Possiblement, la réception d'un premier jeu de données pour tester les idées retenues. Et ensuite, donc, une itération d'échange, donc un ping-pong entre l'équipe de recherche et l'équipe des data scientists de l'association. Il se passait souvent quelques semaines, plus rarement quelques mois entre ces deux équipes pour progresser sur les meilleures hypothèses. Et puis, à la fin, donc, la livraison des résultats issus du travail des data scientists de l'association. Alors, pourquoi est-ce que ça a rapidement fonctionné? Parce que les data scientists, c'est quand même une ressource qui est extrêmement rare en médecine. Il en existe quelques-uns, mais c'est souvent des passionnés sur des sujets très spécifiques. Et en réalité, je pense qu'ils se sentent assez isolés. Aussi parce que la position de bénévole au sein de l'association à but non lucratif, je l'ai effleuré tout à l'heure, mais c'est l'assurance d'un avis qui est parfaitement désintéressé. Et ça, en recherche clinique, c'est très important de ne pas avoir de biais derrière. Donc là, évidemment, ça n'est pas le cas. Et puis, parce que la plus-value d'un regard neuf et en plus issu d'un univers différent, c'est considérable en recherche clinique. C'est pour ces raisons donc, que l'association va fédérer, et fédère encore, a fédéré déjà, autour d'elle des bénévoles experts en data science qui souhaitent s'impliquer dans la lutte contre les cancers pédiatriques. Alors, être expert, donc c'est une autre manière de s'investir dans l'association.
C'est faire le choix aussi de consacrer du temps, hein, donc, et son expertise pour des projets qu'on a triés. Donc, on sait qu'ils sont passionnants, qu'ils sont engageants, qu'ils vont être utiles, avec une forte valeur ajoutée, et puis au profit d'une cause que tout le monde considérera assez facilement comme noble. Et donc, parmi les rôles qui m'ont été confiés dans l'association, j'ai la charge, moi, d'identifier les projets de recherche sur lesquels les bénévoles sont susceptibles d'apporter cette expertise, et puis de faire le lien ensuite entre ces bénévoles et les équipes de chercheurs concernés. Et grâce aux data scientists au cours des 3 dernières années, donc là, effectivement, on s'est marqué 4 ans d'existence parce que l'association existe depuis 4 ans. On n'a pas tout détaillé. L'activité d'aide à la recherche, elle est venue dans un second temps quand le Covid était à son plein, où on s'est dit, en fait, il faut qu'on fasse autre chose. On peut aller plus loin, on peut faire plus. Comment on peut le faire? Et donc, ça arrive dans un second temps, donc il y a plutôt 3 ans. Et au cours de ces 3 années, donc on a eu la chance de travailler avec des institutions remarquables grâce aux data scientists qui se sont engagés auprès de nous. L'Institut Curie, dans un premier temps, c'était un de nos premiers projets pour aider. Je vais vous juste évoquer avec vous trois des grands projets pour que vous ayez une idée, un peu une représentation de ce que ça peut être s'engager comme bénévole data scientist dans l'asso. Un projet avec Curie, un projet avec l'IGR, donc l'Institut Gustave Roussy, et puis le dernier que j'évoquerai, je vais juste l'évoquer, puis je passerai la main à Eric, puisque c'est le projet dans lequel il s'est actuellement engagé. Auprès de l'Institut Curie, par exemple, l'idée c'était aider à la classification de différents types de sarcomes. Ce qu'on a pu observer, c'est que les techniques alternatives développées par l'équipe de l'association, elles ont obtenu des meilleurs résultats, par exemple sur les échantillons d'apprentissage et de tests. Donc c'est plus de 10 points hein, que l'équipe de recherche qui est en train un peu de patiner sur leurs algorithmes et de pas réussir à vraiment obtenir les résultats qu'ils souhaitaient. Donc ça a été le premier projet, ça a été un tremplin parce qu'on a compris en fait le mécanisme à ce moment-là. On s'est dit, oui, en fait, ce sont essentiellement des médecins, il y a quelques bioinformaticiens, mais de venir proposer cette expertise extérieure, et en fait, on fait sauter des obstacles, on avance, on vient dépasser des problématiques auxquelles ils étaient confrontés et ça avait vraiment été très bienvenu. Donc ça nous a encouragés, ça nous a motivés à nous rapprocher donc, de l'Institut Gustave Roussy, qui est un grand centre de cancéro, le principal avec l'Institut Curie, le principal centre de cancéro en France. Donc là, l'enjeu, c'était d'identifier des populations de patients à risque supérieur de rechute d'un cancer qui était relativement rare, à partir de l'évolution du nombre de copies d'un certain gène dans l'ADN circulant. Et donc, les data scientists de Decinola High-Tech, ils ont pu répliquer les résultats de l'équipe médicale et, c'est un objectif secondaire, isoler un cluster de patients à risque de rechute. Ce qui était très intéressant pour l'équipe parce que derrière, ça leur offre une nouvelle piste de recherche. Enfin, petit 1, répliquer les résultats, ça peut paraître comme ça assez banal, mais en réalité, en recherche, c'est hyper important parce qu'on dit, nous, on a trouvé ça. Mais pour vous montrer que c'est pas biaisé, que c'est pas faux, on a un organisme extérieur qui a pris les mêmes données, qui arrive aux mêmes conclusions. Donc, ça vient renforcer leur validité. Et deuxième chose, c'est d'aller isoler un cluster et donc d'offrir à l'équipe une nouvelle piste de recherche pour des travaux ultérieurs. Et enfin, on a été donc plus récemment sollicité par le Centre de recherche en cancérologie de Lyon, et c'est peut-être la dernière diapositive, si on... Je suis même pas sûr d'avoir la main. Ouais, merci. Qui, du coup, nous a sollicité pour un travail sur les cellules souches cancéreuses. On est au début du projet pour le moment qui va impliquer du traitement d'images avec comme objectif de développer des algorithmes susceptibles parmi les objectifs, il y a celui-ci, susceptible de prédire le plus précocement possible le devenir de ces cellules souches cancéreuses à partir de leur évolution au sein de micropuits dont les images seront confiées par l'équipe du Centre de recherche lyonnais à l'association. Et c'est le projet auquel Éric Dupuis a commencé à s'intéresser. Et je te laisse, Eric, vous en dire plus. Merci, ouais, donc pour illustrer un petit peu et rentrer peut-être un peu plus dans le détail de ce qu'on peut être amené à faire. Donc en fait, ce sujet-là, à la base, c'est un sujet de thèse qui a fait l'objet d'une thèse.
Donc il y a déjà un travail existant qui a été réalisé. Donc l'idée c'est on fait pousser en fait on a des cellules de culture dans lesquelles on a des micro-puits qui sont formés de quelques micromètres de diamètre. Et on va diluer des cellules tumorales donc dans un liquide et déposer ces cellules au fond des micro-puits en espérant que chaque micro-puits se retrouve avec une cellule. Et ensuite, l'objectif, c'est de voir si cette cellule se développe rapidement et si elle aboutit à la formation de ce qu'on appelle une neurosphère, donc qui est une proto-tumeur quelque part. Donc c'est un amas de cellules qui va pouvoir recommencer à reformer une tumeur pour exploiter le milieu dans lequel il est. Donc il y a pas mal de parties différentes en fait dans ce sujet-là. Donc il y a une partie qui va être toute la confection de la cellule de la boîte de culture, du microscope qui permet de faire l'acquisition des images. Et il y a une partie machine learning du coup qui a servi en fait à faire de la classification de cellules. En gros, l'idée c'est que déjà on n'est pas exactement sûr comme on utilise un mécanisme de dilution. On va essayer de mettre la dilution optimale pour avoir un maximum de puits qui se retrouvent avec une cellule, mais en soi, on n'a pas nécessairement une cellule par puits. Donc déjà, la première étape, ça va être d'identifier au départ de l'expérience si dans un puits, on a soit pas de cellule, soit une cellule, soit deux cellules, et d'éliminer en fait ou plusieurs cellules, et d'éliminer les cas qui nous intéressent pas. Donc nous, les cas qui nous intéressent, c'est ceux qui contiennent uniquement une cellule. Donc on a un premier réseau de neurones qui va servir à faire ça. Et ensuite, la deuxième étape, ça va être d'identifier à court terme, donc sur une, c'est ce qu'ils appellent de la détection précoce, de voir quelles sont les cellules uniques qui vont se développer, c'est-à-dire qui vont se diviser. En gros, la particularité des cellules souches, c'est leur particularité d'auto-renouvellement, donc c'est-à-dire qu'elles se dupliquent à chaque fois qu'elle se coupe en deux. En fait, il y a une cellule qui va rester cellule souche et l'autre qui va devenir une cellule différenciée qui permet de faire toutes sortes de choses. Donc là, c'est des cellules tumorales de glioblastome, donc de tumeurs du cerveau qui ont été observées. Et donc concrètement, ils vont former des vaisseaux sanguins, des machins pour exploiter les ressources à disposition et permettre à la tumeur de se développer. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est justement d'identifier ces cellules souches qui jouent un rôle central en fait dans l'évolution du cancer. C'est-à-dire que si on arrive à les empêcher d'opérer, on va pouvoir soigner plus facilement les cancers. Et donc l'objectif de ces boîtes, en fait, c'est de faire une analyse rapide et surtout automatique de ces cellules, donc de trouver quelles sont les cellules souches en identifiant justement leur capacité à former des neurosphères. Pour pouvoir ensuite faire des études quantitatives sur ce qu'on avait dans la tumeur au départ et surtout comment elle va évoluer à différents traitements. Par exemple, on va mettre un traitement qui empêche, qui détruit les cellules. Et on va pouvoir observer ce qui se passe. Voilà. Donc il y a plusieurs traitements qu'on peut mettre en place et ça permet. On voit assez bien comment ça peut permettre d'améliorer les techniques de lutte contre le cancer. Donc ça, voilà, c'est pour la présentation globale du sujet. Donc la partie qui m'intéresse moi, c'est vraiment la partie data science. Donc en fait, il y a un microscope qui permet de récupérer des images de chaque micropuits. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. Faut les découper. Il y a une partie du code qui permet de faire ça. Et on va peut-être y revenir d'ailleurs. Et une fois qu'on a ces images-là, on entraîne un modèle pour on va d'abord les labelliser dans un premier temps. On dit là il y a une cellule, là il y a deux cellules, là il y a pas de cellule, là il y a une neurosphère, là il y a pas de neurosphère, etc. Et ensuite on entraîne ces modèles pour qu'ils soient capables de repérer automatiquement si chaque micropuits contient ce qui nous intéresse, quoi. Et du coup, on peut suivre l'évolution des cellules de cette façon-là et déduire en fait de cette évolution leur caractéristique de départ. Est-ce que c'était vraiment des cellules souches en fonction de la façon dont elles ont évolué.
Donc pour donc ce projet, il est déjà existant, et donc là on a eu une première interaction avec l'équipe de recherche qui nous a évoqué 3 besoins principaux. Donc ils ont un premier besoin en fait qui est pas du tout lié à de la data science, donc qui pourrait peut-être intéresser des gens. C'est plus du dev pur. Mais il y a deux besoins de dev pur en fait. Il y a le premier, c'est l'amélioration de l'acquisition des images. Donc ils ont pas mal de complications en fait au niveau de l'acquisition des images, parce que les boîtes, enfin les micropuits plus exactement, se déplacent à cause de liquide qui peut passer en dessous de la boîte, qui peut passer en dessous, et du coup on a une mauvaise acquisition. C'est-à-dire que par exemple quand il y a du liquide qui passe sous la boîte, les micropuits vont se déplacer légèrement en hauteur. Et comme on a un microscope qui est pointé sur, enfin en gros on lui donne une focale, et si la focale est plus bonne et qu'elle pointe pas au bon endroit, on va obtenir des images floues. Donc voilà, il y a toute une problématique autour de cette acquisition d'images pour l'améliorer, pour la rendre plus. Faut savoir que c'est pas des gens qui sont, c'est pas des développeurs qui ont fait ça, donc le code il est vraisemblablement, on n'a pas encore vu le code, hein, mais le code est vraisemblablement pas archi propre. Donc il y a un sujet de rendre ça plus facile d'utilisation, et de potentiellement améliorer aussi la façon dont l'acquisition est faite. Il y a un deuxième sujet aussi de dev plutôt, qui est de rendre tout le processus plus facile à maintenir. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est des bouts de code qui traînent à droite à gauche, des scripts qui permettent de faire tel truc. Et l'idée, ce serait d'avoir un programme qu'on lance facilement, qui limite, où on n'a même pas besoin de savoir lancer des lignes de commande pour le faire. Ça pourrait être avoir une mini UX ou un genre, enfin, on peut imaginer des choses. Donc voilà, ce serait pareil. Donc ces deux besoins-là, c'est plutôt des besoins de dev pur, plus que data scientist. Et le troisième besoin, du coup, qui est lui spécifiquement en data science. Donc il serait il y a plusieurs sujets, mais il y a notamment le premier qui leur tient à cœur, c'est d'améliorer la précision du modèle, si c'est possible, pour fiabiliser les résultats en fait, parce que ça a quand même une grande importance pour réduire les zones d'incertitude du modèle, quoi. De savoir si le problème, c'est que si le modèle fait des erreurs quand il prédit des choses, ce qu'on observe au final, on n'est pas bien sûr de savoir si c'est un résultat qui nous apprend quelque chose, ou si c'est une erreur qu'on a eue à cause d'une mauvaise précision, ou d'un mauvais recall du modèle maître de machine learning. Et du coup là, ce qu'il nous faudrait idéalement, s'il y a des gens qui sont intéressés, c'est quelqu'un qui a fait de la data science, et particulièrement qui aurait de l'expérience en computer vision, donc en réseau de neurones convolutifs. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup Gaël pour la vision macro et générale de ce que nous avons fait, de ce que nous continuons à faire pour la recherche. Et un grand merci à toi Eric pour être rentré dans le détail et dans le concret du type de postes qui sont nécessaires, du type de compétences qui sont attendues et qui sont variées. Je ne peux m'empêcher de vous partager quand même quelques chiffres. Aujourd'hui, on est donc près de 280 bénévoles. On a près de 22 établissements qui nous ont rejoints, ou avec qui on est extrêmement avancé, sur le point d'intervenir pour l'activité étoile dans les yeux des enfants. Pendant ces 5 ans, ça a été l'occasion pour nous de faire près de 210 demi-journées d'intervention, de rencontrer près de 1600 enfants. Et au-delà de ces 1600 enfants, c'est à chaque fois des parents, du personnel soignant, et vraiment des moments de partage, d'échange et de joie qui sont multiples. Je pense qu'on aura l'occasion de vous partager cette présentation. Bon, vous aurez la possibilité d'aller sur nos différents réseaux sociaux, si vous le souhaitez, pour nous suivre et voir un petit peu ce que l'on peut faire.
Ce que j'aime bien aussi, c'est vous montrer ces images sur la droite, concrètes de nos interventions avec les enfants, à quoi ça ressemble. Je crois qu'on voit pas mal de sourires, même s'il y a souvent des masques derrière toutes ces images qu'on a l'occasion de collecter dans le respect du droit à l'image, hein, bien sûr, dans le cadre de nos interventions. On est très fiers, très heureux et surtout très reconnaissants pour les enfants derrière nous de tous les structures, les institutions, les associations et bien sûr le monde de l'entreprise qui nous soutient. Et nous soutenir, hein, je pense que vous l'avez compris, c'est extrêmement multiforme. Ça peut être nous soutenir en faisant un don, ça peut être nous soutenir bien sûr en faisant en sorte que des personnes de l'entreprise en question, de chez Extia, puissent nous rejoindre en tant que bénévoles, que ce soit pour l'activité d'intervention dans l'établissement hospitalier ou bien sûr en tant que data science ou dans le cadre de nos programmes de recherche. Donc énormément de possibilités, de plus en plus d'entreprises du secteur privé qui nous rejoignent et qui nous font confiance et à qui aussi, et c'est normal, nous avons des comptes à rendre sur ce que nous faisons et comment nous évoluons. On est originellement, juste, je crois pas avoir eu l'occasion de vous le dire au début, originaire de Bretagne, parce que les fondateurs sont de cette région-là. Donc, c'est vrai on est pas mal implanté sur toute la Bretagne, mais pas seulement, hein, comme vous pouvez le voir. On est beaucoup présent également en région parisienne, puisqu'on est dans 4 des 6 principaux établissements de santé où on peut aller à la rencontre des enfants. On se développe de plus en plus dans le sud. Bon, dans le centre et dans l'est, on a pas mal de pistes avancées, on n'y est pas encore. En tout cas, on baisse pas les bras. À chaque fois, pour qu'on puisse continuer à se développer, c'est vraiment la rencontre de 3 éléments. Avoir les fonds financiers, bien sûr, pour investir dans notre matériel, mais aussi et surtout avoir les bénévoles pour prendre en charge nos ateliers et les dispenser auprès des enfants. Et quand on a ça, eh bien finalement, croyez-en, mon expérience et notre expérience collective, les établissements de santé sont ravis de nous avoir, parce que faut savoir que la journée, peut-être pas type, mais en tout cas classique d'un enfant qui est hospitalisé en cancérologie pédiatrique, le matin, il a des soins pendant quelques heures, et puis après, l'après-midi commence, et elle peut être longue parfois. Donc on essaie, nous, vraiment, à notre mesure, avec plein d'autres associations, et la France a la chance d'avoir un tissu qui est très riche, d'apporter notre contribution à cela. Un petit point sur lequel j'aime bien terminer aussi, on essaie d'être responsable et en adéquation avec notre cause, mais aussi avec d'autres causes. On fait vraiment le choix de recycler notre matériel, comme je vous le disais avec les drones, d'utiliser lorsque c'est possible du matériel et de construire nos drones avec une technologie et des matériaux locaux, et de faire en sorte que nos ateliers soient évidemment recyclés quand vraiment on n'a plus de possibilité de les faire évoluer. Voilà, une dernière page que je vous inciterai à aller voir le cas échéant, qui vous donnera au-delà des mots et de la présentation qu'on a pu vous faire aujourd'hui, en live, hein, des témoignages et puis des expériences d'enfants dans le cadre de nos ateliers.